bonjour à tous, comme j'ai l'habitude de dire, toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire sur la facture électronique spéciale ESS. Ça nous paraissait important de faire un focus sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc organisé par Baker Tilly France et qui est à destination donc, des organismes à but non lucratif, donc associations, fondations, fonds de dotation, mais aussi mutuelles, etc. Donc, une variété de structures juridiques. Lina et moi, nous sommes donc ravis d'animer ce webinaire et de vous présenter les 5 actions à mettre en œuvre dès à présent pour démarrer le projet. Donc, pour la bonne animation, micro et caméra sont coupés cette fois-ci. C'est enregistré et vous pourrez le revisionner. À la fin, on a prévu une session de questions-réponses, mais je pense que c'est peut-être ce qui fera tampon, donc pour vous libérer à peu près à l'heure, sachant que vous pourrez poser vos questions dans le chat et si on n'y répond pas aujourd'hui, on y répondra après par la suite directement. Donc voilà, je vois tout le monde arriver. Voilà, je revalide Sylvie. Donc, on démarre. Lina, non, c'est moi qui commence. Donc, présentation de Baker Tilly, si tu peux passer les slides. Donc, rapidement, Baker Tilly, donc notre raison d'être, c'est de faire notre conseil un levier de croissance responsable. C'est ce qui nous guide tous les jours. Je vais passer assez vite. Juste pour vous rappeler que nous sommes dans un réseau international qui s'appelle Baker Tilly International. C'est le 10e réseau mondial. Avec des chiffres assez importants, puisque c'est 5 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Ce qui est intéressant par rapport à la facture électronique, c'est qu'on a la possibilité d'activer des référents, déjà des gens qui ont déjà mis en place la facture électronique dans leur pays, parce qu'en France, on n'est pas les premiers, hein, donc notamment en Italie, au Mexique, mais aussi on a la possibilité d'avoir des référents facture électronique dans les différents pays pour pouvoir vous aider, vous, si vous êtes depuis la France à gérer votre projet international, vous aider dans le déploiement. En France, on est aussi dans le top 10 des cabinets d'audit, d'expertise comptable et de conseil, avec une 60aine de bureaux. Donc, on est dans les principales métropoles. Donc, si vous avez besoin que ce soit Lille, Strasbourg, Lyon ou le sud-ouest. Et puis, évidemment, un gros maillage sur l'ouest de la France. On est 2000 collaborateurs. Notre offre de service, c'est classique pour un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil. On a l'expertise comptable, évidemment. Donc là, pour les clients qui sont en expertise comptable chez nous, il y aura une offre liée à la facturation électronique spécifique pour vous faciliter la mise en place et vous proposer des solutions clés en main. On a tout ce qui est expertise RH et sociale avec les payes. Le juridique, pareil, donc sur la facture électronique, nous, on va s'appuyer aussi notamment sur nos avocats en droit informatique, protection des données et propriété intellectuelle, parce qu'il y a un certain nombre de sujets liés à la facture électronique, que ce soit l'aspect évidemment contractuel avec les éditeurs intégrateurs, mais aussi des sujets sur les données qui vont figurer dans les factures. Voilà. Lina, je n'ai pas terminé. Un volet audit, donc commissariat aux comptes, audit RSE, audit IT. Donc audit IT aussi, sujet important par rapport à la facture électronique, puisqu'il y a vraiment toutes les dimensions sécurité liées à la digitalisation des process. Et donc, il y a la possibilité aussi de vous proposer une revue sur la sécurité et la cybersécurité du système. Et puis, avec Lina, on est dans le pôle consulting, corporate finance consulting, où on accompagne justement la transformation digitale, la mise en place de la facture électronique, les sujets d'organisation de process. Ce qu'il faut comprendre, nous, c'est qu'on est très métier, on est dans le métier de la compta, de la trésor, de la conso, du contrôle de gestion, avec une casquette digitale. Donc, c'est notre différence par rapport à d'autres acteurs du conseil. Voilà, donc je pense, Lina, que tu peux passer à la slide suivante. On va passer rapidement les obligations de la réforme. Je pense que c'est important d'en passer par là. Oui, merci Isabelle. Alors, en quelques mots, pourquoi parler de cette réforme dès maintenant, tandis qu'on parle plutôt d'une mise en application à partir de septembre 2026, simplement parce que ce sera une réforme structurante pour votre entreprise, pour votre organisation, puisqu'elle va impacter vos processus financiers, donc les processus achats,
vente et déclaration de TVA si vous êtes concerné par la déclaration de TVA. Elle s'inscrit dans la continuité d'un mouvement de digitalisation qui a commencé en Europe dès les années 90 avec ce qu'on appelle les échanges de données informatisées et plus récemment avec la mise en place du flux de factures vers l'administration fiscale, donc via Chorus Pro. Ce qu'on a l'habitude aussi de mettre en avant, c'est que ce sera une réforme multidimensionnelle, donc il ne s'agira pas uniquement d'un choix d'outils et de mise en place ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire, mais bien d'une réforme qui va impacter les processus opérationnels, les données, les systèmes d'information et le capital humain, avec un aspect d'évolution de rôle des collaborateurs notamment. Alors ensuite, ce qu'il faudrait retenir, c'est que cette réforme comprend 2 volets. Donc une double dimension digitale. On parle beaucoup de l'e-invoicing, ce qui correspond en fait à la facturation électronique, donc aux opérations entre assujettis établis en France, donc via des factures électroniques en bonne et due forme qui vont devoir répondre à des exigences de format et de données obligatoires. Donc là, il va s'agir d'un double flux puisque les assujettis à la TVA en France vont s'envoyer des factures électroniques par le biais d'une plateforme de dématérialisation partenaire. Mais en parallèle, ce qui va se passer, c'est qu'en temps réel, ces factures électroniques vont être émises au portail public de facturation, qui est le portail de l'administration fiscale. Donc ça, c'est pour le premier volet. Le second, on en parle un peu moins, bien que 3 millions d'entités seront concernées par ce flux, c'est le e-reporting. Le e-reporting complète le dispositif de facturation électronique, puisque là, il va couvrir des opérations qui ne feront pas l'objet de facture électronique. Et là, on parle des opérations à l'international, donc à destination et de la part de fournisseurs internationaux, par exemple, du B2B international et du B2C. Donc, les opérations qui sont réalisées auprès de particuliers. Particulier, justement, association à but non lucratif, puisque on verra après, mais c'est bien, une particularité dans votre secteur, c'est que vous allez vous retrouver sur un certain nombre de flux sur du e-reporting. Mais on va le détailler. On va le détailler. Voilà, sachant que sur le e-reporting, on a le e-reporting de transactions, donc qui va couvrir le B2B et le B2C, qui vous concerne particulièrement, et le e-reporting sur les paiements, là, qui va concerner plutôt les prestations de services en cas d'exigibilité de la TVA sur les encaissements. Voilà, donc les deux volets répondent à des exigences différentes. Le premier, donc, est une facture électronique qui répond à des exigences de format et de données, qui est ce qu'on appelle le format structuré, qui est imposé par l'administration fiscale. Et le e-reporting, effectivement, correspond à un autre flux avec des données obligatoires à intégrer, mais qui seront différentes de celles qu'on retrouve dans les factures électroniques. Et les deux dispositifs sont complémentaires. L'idée à terme de ce schéma que je vais vous présenter juste après, c'est de permettre à l'administration fiscale de disposer en temps réel de l'ensemble des données de factures en achat, en flux entrant et sortant, et de pré-remplir la déclaration de TVA à terme. Voilà, donc c'est le schéma en Y dont on parlait à l'instant. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donc un fournisseur et un acheteur assujettis à la TVA qui échangent les flux de factures par le biais de plateformes de dématérialisation partenaires, donc PDP1 et PDP2, chacun disposant de sa propre PDP. Et ensuite, en Y, simplement parce que ces flux de factures arrivent au portail public de facturation en cible. Voilà. Et donc, sur cet échange de factures électroniques, on va avoir donc les champs obligatoires, mais aussi la notion de cycle de vie de facture avec des statuts obligatoires et complémentaires qui permettront d'avoir une traçabilité, une visibilité accrue du traitement de la facture tout au long de son cycle de vie. Oui, tout à fait. Donc là, ce qu'on a l'habitude aussi de mettre en avant, c'est les opportunités que présente cette réforme. Donc au-delà de son aspect, son caractère obligatoire et réglementaire, c'est une réforme qui va permettre on peut appréhender cette réforme par le biais de ces opportunités
puisqu'elle permet d'apporter de l'automatisation, de la digitalisation, de la fluidité des process achat et vente en amont de la transmission des factures électroniques. Donc, c'est l'opportunité pour vous de repenser vos processus, de mettre en place des modules OCR qui permettraient de récupérer des champs de données de manière automatique, de réduire la saisie manuelle, les erreurs associées, et d'apporter plus de visibilité, de traçabilité sur les process. En termes de calendrier, les 2 dates à retenir, donc c'est effectivement le 1er septembre 2026, date à laquelle l'ensemble des assujettis à la TVA en France vont devoir réceptionner les factures électroniques. Donc, à partir de cette date-là, vous serez dans l'obligation de recevoir vos factures de manière électronique. Et le 1er septembre 2027, pour l'émission des factures électroniques lorsque vous êtes assujetti à la TVA et concerné par la réforme. Et c'est également la même date pour l'obligation d'émission du e-reporting de transactions et de paiement, dont on parlait tout à l'heure, donc sur le modèle B2C. La phase pilote, donc grandeur nature, va commencer en janvier 2025. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le portail public de facturation, qui est donc le portail cible d'émission de l'ensemble de ces flux de données, sera prêt d'ici la fin de l'année, donc aux dernières nouvelles en décembre 2024, ce qui permettra donc de débuter la phase pilote l'année prochaine. Et d'être au rendez-vous au 1er septembre 2026, qu'il faut considérer comme une date de fin de projet de mise en conformité, et se donner du coup quelques mois pour vérifier que la bascule se déroule correctement dans votre écosystème. Donc de janvier 2026 par exemple au 1er septembre 2026, l'idée ce serait d'être déjà dans des situations de production, donc en situation réelle, et de se donner un peu de marge pour vérifier que la transformation et que la bascule se déroule comme il le faut. Sur le calendrier, peut-être pour compléter les propos de Nina, la mise en place d'une PDP est assez rapide, c'est pas le plus long. Ce qui est long, c'est de revoir et adapter les outils en amont, les outils ou les outils ou les process qui gèrent les factures d'achat et les factures clients et la comptabilité. Et ces projets-là, aujourd'hui, des expériences et des retours que l'on a peuvent prendre 6 à 18 mois. Donc, il va y avoir un effet de goulot d'étranglement. Donc, nous, on veut vraiment vous alerter sur ce timing. Et aujourd'hui, déjà, il y a un certain nombre de clients aussi qui se posent la question de leur changement d'outil comptable parce qu'il y a des montées de versants et tout qui peuvent être onéreuses. Et il y a déjà pas mal de demandes aussi de changement d'outil comptable. Donc, là aussi, faire bien attention si on se lance dans ces projets-là, d'avoir en tête qu'il va y avoir beaucoup de sollicitations auprès des éditeurs et des intégrateurs et en accompagnement de projets sur cette période. Donc, il faut bien bien anticiper et bien penser ces projets par rapport à ces mois qui viennent, ces 18 mois en fait qu'on a dans nous. Voilà. Donc ça, c'est le calendrier en France aussi, pour précision. Hein. Donc, et on a d'autres calendriers en parallèle dans d'autres pays d'Europe qui sont plus ou moins concomitants, pas toujours les mêmes, mais voilà, les Allemands aussi sont un peu dans ce timing-là, pas sur le même périmètre. Donc ça peut ajouter aussi un peu de complexité et de tension sur les plannings. Alors, évidemment, c'est un spécial ESS, donc on voulait vous faire un zoom sur le sujet. On a pas mal de questions de votre part sur est-ce que je suis concernée, pas concernée, etc. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, déjà, c'est ce premier schéma et le suivant. Lina, c'était toi ou moi qui devais présenter? Je ne sais plus, je suis partie là à fond. Oui, c'est ça. C'est moi, j'ai un doute en parlant. Donc, en fait, ce qu'il faut bien déjà voir, c'est si vous êtes assujetti ou pas à la TVA. Donc ça, c'est le premier critère. Si vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes dans la réforme et il n'y a pas de notion de partiel ou pas partiel. Toutes vos transactions sont soumises à la réforme. Donc, vous êtes parfois sectorisé dans le milieu de l'ESS, vous oubliez. Soumis, vous devez appliquer toute la réglementation. Non soumis, on va voir le cas.
Voilà, donc après, quand vous êtes soumis, vous êtes non redevable éventuellement, enfin, c'est pas trop votre cas, hein, donc on va oublier ça, vous allez plutôt être, si vous êtes soumis, assujetti, vous êtes redevable. Et quand vous êtes redevable, il y a un certain nombre de cas d'opérations exonérées qui peuvent vous concerner. Hein, c'est les articles 261 et 261E du CGI. Lorsque vous exercez ces opérations, mais de façon exclusive, vous avez des exonérations. Alors, on parle d'opérations de prestations dans le domaine de la santé, dans l'enseignement, la formation, des opérations réalisées par des associations à but non lucratif, des opérations liées aux opérations bancaires et d'assurance. Donc là, on est dans des cas particuliers, mais de toute façon, vous êtes assujetti, redevable. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez ne serait-ce que quelques factures, vous allez devoir rentrer dans la réforme. Après, on a des non-assujettis à la TVA en France. Donc, on va retrouver des particuliers dont on parlait quand on parle de B2C, on est ici. Les associations non fiscalisées, alors celles qui sont vraiment pas soumises, pas assujetties, qui sont considérées comme des particuliers dans la réglementation. Et puis, les entreprises non établies en France, dont le sort sera fixé dans d'autres réformes à venir au niveau de l'Europe. Donc voilà, donc déjà, je vais avoir ce schéma en tête. Et le schéma suivant que va vous présenter Lina, un peu un arbre de décision qu'on vous a fait pour pouvoir vous aider à vous situer. Oui, exactement. Donc, ouais. Là, l'idée, c'est de vous donner les critères qui font que vous êtes concerné ou pas par cette réforme électronique. Donc, de gauche à droite, donc le premier filtre, c'est effectivement de vérifier si vos activités sont exclusivement à but non lucratif. Si c'est le cas, votre association n'est pas assujettie à la TVA et donc vous n'êtes pas concerné par la réforme électronique. Ça, c'est le cas le plus simple. En revanche, si vos activités, donc si votre association présente des activités non lucratives de manière prépondérante et une activité lucrative accessoire, ce qu'il va falloir vérifier, ça va être le seuil de recettes annuelles. Donc, si votre seuil de recettes annuelles est supérieur au seuil 2024 qui correspond à 78 596 000 euros, on va vérifier si ces activités ne relèvent pas des opérations exonérées au sens des articles 261 à 261E du CGI. Si c'est le cas, là, du coup, vous ne serez pas, vous serez concerné par la réforme. Et si le seuil n'est pas atteint, donc là, vous êtes considéré comme une association non assujettie à la TVA et donc non concernée par la réforme. Voilà, donc premier filtre, exclusivement à but non lucratif. Ensuite, on vérifie si l'activité lucrative présente une recette inférieure à ce seuil-là. Si elle est inférieure, vous n'êtes pas concerné par la réforme. En revanche, si elle est supérieure à ce seuil, vous le serez si ces activités ne relèvent pas des opérations exonérées au sens des articles 261 à 261E du CGI qu'Isabelle a précisé auparavant. Alors, cette appréciation se fait au niveau du SIREN, donc il faut regarder société SIREN par SIREN, donc entité par entité. Donc, dans un groupe, vous pouvez avoir des entités concernées, d'autres pas concernées. Vous avez après des cas particuliers sur des groupes TVA, je pense aux compagnies d'assurance notamment, qui peuvent avoir des groupes TVA. Donc, bon, tout ça, après, on a simplifié un peu les choses, mais évidemment, il faut après creuser davantage. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est donc si on se place du côté du fournisseur, de vos fournisseurs, eh bien, eux, ils vont vous considérer, on l'a vu tout à l'heure, soit comme des entreprises, donc en B2B, soit comme des associations à but non lucratif, donc en B2C. Donc déjà, vous voyez, côté base fournisseur, il y a des actions à mener dans les référentiels tiers, il va falloir qu'ils vous identifient. Donc, ils vont émettre, si vous êtes considéré comme assujetti, ils vont émettre des factures sur le circuit en Y qu'a évoqué Lina, que ce soit pour vous des activités soumises à TVA ou pas soumises à TVA, toutes vos factures vont arriver, enfin, les factures provenance d'entreprise, de vos fournisseurs, vont arriver sur une PDP ou sur la PPF.
Ça, c'est la première chose. Si par contre vous êtes une association non lucrative, que vous êtes non assujetti à TVA, eh bien le fournisseur devra vous considérer comme un particulier. Il ne vous enverra pas de façon obligatoire les factures, les e-invoicing. Par contre, il devra déclarer ces opérations, parce qu'il y a potentiellement de la TVA dedans. Il devra les déclarer en e-reporting. Donc, ce qui permet de couvrir toutes les opérations qui portent de la TVA au niveau de l'administration fiscale. Donc, vous voyez la différence. Après, ce qu'on dit aussi, c'est que si vous souhaitez, si vous n'êtes pas assujetti et que vous souhaitez ajouter en fait ce canal et ce type de facture dans votre canal de capture de facture, donc avoir toujours des PDF, des mails, etc., mais essayer d'avoir des factures électroniques avec un certain nombre d'informations et de les traiter de façon digitale, ça va être possible. Ce sera à voir avec vos fournisseurs, ce sera peut-être avoir une PDP pour pouvoir aller récupérer ces factures, mais ce sera un nouveau canal à traiter, mais en dehors de la réforme. Ce sera votre démarche de dire non, moi je veux utiliser ces canaux digitaux qui sont très normés pour pouvoir optimiser mes process et je veux rentrer dedans, mais ce sera un autre circuit de non-assujetti et à mettre en place avec vos fournisseurs et au niveau PDP. Donc, je pense que voilà. Et côté de vos clients, évidemment, si vous avez de la même façon, vous êtes assujetti et que vous avez des clients qui sont des entreprises, voilà, il va falloir, tout ce qui est intragroupe, il va falloir émettre des factures électroniques. Et puis pour les autres, les particuliers ou dans les dispositifs particuliers d'activité particulière, là, on va être sur du cas par cas. Donc, vos situations par rapport à la réforme, ce sont les mêmes que toutes les entreprises, sauf que vous avez des règles particulières et des critères à vérifier pour voir dans quelle situation vous vous trouvez. Donc, de toute façon, il faut faire cette analyse, il faut au moins commencer par cette analyse à faire entité par entité. Donc, quelles sont les actions à mettre en œuvre, justement, dès demain pour démarrer? Donc, déjà, la première chose que l'on veut vous sensibiliser, c'est qu'il faut embarquer toutes les personnes qui sont concernées par le projet. Il y a bien sûr les achats, il y a les ventes, il y a le juridique pour vérifier, vous, dans vos situations de TVA, si vous êtes bien au clair, et bien vous requalifier et vérifier les applications des seuils, les applications du 261, etc. Donc, quelles sont vos nouvelles obligations pour chacune de vos entités? Et après, c'est vraiment des questions à poser ensemble. Monter en compétence, qu'est-ce qu'un PDF? Est-ce que c'est conforme ou pas? De quoi on parle quand c'est facture électronique? À quoi sert l'annuaire? Comment on gère la transition? Enfin, essayer de susciter les interrogations, d'un peu d'identifier les enjeux avec les collaborateurs qui sont concernés. Donc, nous, c'est des choses qu'on fait sous forme de sensibilisation et on ressort toujours avec beaucoup de questions. C'est toujours intéressant de faire ce travail-là. Deuxième étape. Oui, la deuxième action sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous mobiliser, c'est donc de réfléchir sur les outils. Donc, de commencer par faire le point sur vos outils actuels, donc sur vos achats et sur vos ventes, également sur l'outil de comptabilité que vous utilisez pour la gestion de vos factures. Donc, de faire le point sur ces outils, sur le niveau de satisfaction apporté, sur les éventuels problèmes ou irritants que vous identifiez sur le terrain. Allez aussi explorer les fonctionnalités que vos outils proposent et que vous n'exploitez peut-être pas aujourd'hui. Ce qui serait aussi intéressant à faire, ce serait de prévoir des échanges avec vos éditeurs, donc sur ces mêmes outils, pour essayer de prendre la température de leur réflexion, enfin en tout cas comprendre leur réflexion, leur stratégie de mise en conformité. Donc vérifier auprès d'eux qu'ils ont prévu de mettre en place des évolutions sur leurs outils, donc en termes de données obligatoires, de champs, de gestion des cas d'usage, par exemple. Vérifier que les roadmaps sont clairs pour gérer les montées de version.
que voilà, vous questionnez les éditeurs sur les mises à niveau prévues ou pas, sur les risques techniques qu'ils envisagent, notamment au niveau des interfaces entre outils et la future PDP. Et puis ensuite, voilà, une fois que vous avez pré-identifié ces sujets, les questionner sur leur faisabilité technique, voilà, de leur point de vue, et puis peut-être bénéficier aussi du recul qu'ils ont par rapport à la gestion de projet facturation électronique qu'ils réalisent auprès d'autres clients en parallèle. Toujours intéressant à comprendre. Et toujours sur la partie outils, ce qui est important à faire également, c'est de prendre en considération la stratégie macro, donc la stratégie long terme au niveau des outils. Si vous disposez, si votre organisation est composée de plusieurs entités ou de plusieurs implantations à l'international notamment. Et donc voilà, prendre un peu de recul sur les feuilles de route des pays ou des entités respectives, essayer d'aligner ces enjeux. On ne parle pas trop dans notre présentation vraiment de la facture électronique en tant que telle, mais il faut juste avoir en tête que la facture dans le format réglementaire, le nouveau format, il y a plus de 200 règles de gestion et 160 données. Alors, on n'a pas forcément besoin de toutes les données pour toutes les factures, mais potentiellement, c'est plus de 160 données. Et donc, ça nécessite, au-delà de l'outil de plateforme d'échange, vraiment de retravailler les référentiels, donc savoir si on a bien toutes les données pour alimenter les 160 champs en question. La qualité des référentiels aussi, est-ce que mes données sont exhaustives, est-ce qu'elles sont de qualité, tout simplement, est-ce que mes fournisseurs sont bien, enfin mes clients, mes fournisseurs sont bien identifiés dans un référentiel unique. Enfin voilà, il y a plein de sujets annexes à se poser parce que voilà, cette facture, elle est riche en informations. Exactement. Ensuite, donc vous pouvez aussi dès aujourd'hui commencer alors si c'est pas encore le cas, à documenter vos process métiers. L'idée c'est d'anticiper un maximum le projet de mise en conformité et faciliter finalement le travail aux prestataires et aux partenaires qui vous aideront à vous mettre en conformité. Donc en centralisant ces informations, en les documentant, donc bien tracer les étapes du process achat, donc de la génération de la commande jusqu'au paiement, des ventes aussi, du traitement de commande jusqu'à la réception du paiement si vous présentez ce cas-là, et également de déclaration de TVA. Donc l'idée c'est d'essayer de formaliser ça au maximum pour faciliter et ne pas perdre de temps sur ces travaux d'analyse. L'idée aussi, ce serait de vous mettre en cible, donc de repenser le circuit de validation des factures, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les factures sont traitées? Est-ce que vous souhaitez les transformer, les optimiser, mettre en place des circuits de validation digitaux avec notamment un outil de dématérialisation des achats? Est-ce que vous voulez passer sur un dispatching automatique des factures selon la nature des achats ou en fonction des seuils de montant à valider? C'est aussi des questions que vous pouvez commencer à vous poser. Et puis ensuite, là-dessus, on propose de vous accompagner de manière beaucoup plus soutenue dans l'analyse. Ça va être de faire le point sur les cas d'usage, notamment sur des cas d'affacturage, d'autofacturation, la gestion de notes de frais, savoir comment vous les gérez aujourd'hui, puisque ces process sont très cadrés et déjà très structurés par l'administration fiscale qui impose des circuits de traitement à appliquer clic par clic, étape par étape. Donc, il faut déjà prendre un peu de recul, essayer de les identifier les cas d'usage finalement que vous aurez à gérer. Et puis ensuite, on pourra vous accompagner plus en détail sur les interfaçages avec la PDP, le PPF, les nouvelles données à les récupérer et les champs sur vos outils existants à interroger par la PDP pour les gérer. Ensuite, en quatrième action, ce qui serait intéressant d'amorcer aujourd'hui, c'est une analyse de son écosystème client-fournisseur. Donc aujourd'hui,
comme tout ça est imbriqué et que finalement, c'est toujours c'est un triptyque client, fournisseur, administration fiscale avec les PDP au centre. L'idée, ce serait de les questionner sur le calendrier de déploiement de la réforme. Donc, questionner vos fournisseurs, savoir s'ils ont pré-identifié leur PDP, PPF, puisque certaines PDP vont mieux fonctionner techniquement avec certaines que d'autres. Donc, savoir si les PDP sont pré-identifiés, ce qui pourrait faire partie des critères de choix de vos outils. C'est aussi de comprendre la réponse de vos clients majeurs par rapport à la réforme. Donc, pareil, à quelle échéance ils vont devoir recevoir leur facture sur leur PDP. Essayer d'analyser aussi ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu d'interopérabilité des PDP, donc de votre PDP à la PDP des clients, sachant que aujourd'hui, on parle d'une 50aine d'acteurs PDP qui sont en cours d'immatriculation. Donc, entre l'immatriculation provisoire qui vient de tomber à la rentrée et l'immatriculation finale qui sera plutôt attendue pour la fin de l'année. Donc, voilà, questionnez vos clients majeurs sur les choix de PDP au même titre que les fournisseurs. Et puis ensuite, rester au fait des grandes informations de la réforme, donc la finalisation du portail public de facturation, les différents PDP qui existent sur le marché, les recommandations opérationnelles de la DGFiP en matière de facturation électronique, avec éventuellement des précisions qui soient apportées tout au long de cette période. Et puis enfin, peut-être commencer à questionner les éditeurs du marché sur les produits qu'ils proposent, donc leurs fonctionnalités, la couverture en matière de cas d'usage, aussi peut-être aller chercher des infos sur le look and feel, le design et l'ergonomie de cet outil qui sera en fait in fine un outil qui va être utilisé au quotidien par vos équipes en production. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de facilité d'utilisation et de fluidité quotidienne. Et puis enfin, j'étais sur fédérer tout le monde sur la première étape, mais la dernière, c'est s'organiser en mode projet, parce que vous voyez que ça touche des sujets, on parlait de PTB, donc choix d'outils de déploiement, évolution des outils en amont ou choix d'outils en amont sur les achats, les ventes et la compta. Et tout ça, il faut le mettre dans un calendrier, on l'a vu, qui est contraint, puisqu'on est sur du réglementaire, donc et qui est assez pointu. On voit quand même des sujets qui sont assez... il faut vraiment rentrer dans la compréhension de la réforme pour bien comprendre ce qu'on a à faire. Donc, il faut être en mode projet, il faut se spécialiser ou avoir des experts. Donc déjà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment un référent facture électronique. Alors, facture électronique, c'est pas forcément vendeur, ou c'est digitalisation des process financiers, je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé le terme qui emporte l'adhésion de tout le monde. En tout cas, d'avoir un référent chez vous qui va s'occuper du projet, qui va porter le projet, qui va expliquer en quoi il est important, en quoi il faut se lancer, un sponsor, en fait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Probablement assez haut dans l'organisation, parce qu'on a du mal, on voit avec les clients comme vous, on a du mal à mobiliser les esprits sur le sujet, les budgets. Pourtant, il est réglementaire, et il est incontournable, et aujourd'hui, les délais se confirment. Donc, un référent, une équipe d'experts sur la facture électronique, sur les process financiers, sur les solutions PDP, vos outils actuels ou vos outils à venir. Faire un planning, faire un budget, etc. Classique, mais c'est essentiel d'être convaincu qu'il faut organiser ça, sinon les choses vont être un peu compliquées pour être dans les délais. Alors évidemment, on peut vous accompagner. Pour nous, la première étape qui est importante déjà, c'est la feuille de route. Donc Lina va vous présenter ça. Je te laisse la parole. Oui, alors là, l'idée, c'était de vous donner un peu de visibilité sur notre méthodologie. Donc, en général, on procède en 2 temps. Donc,
voilà, dans une première partie, on mène ce qu'on appelle une mission de diagnostic facturation électronique en 3 étapes. Donc là, c'est 3 demi-journées. La première étape consiste à rencontrer vos équipes. Donc, nous, l'idée, c'est de, voilà, enfin, à ce stade, l'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, donc les comptables, les personnes aux ressources humaines, à l'IT, sur les ventes, sur les achats. Donc l'idée, c'est un comité assez élargi. L'idée, c'est de sensibiliser voilà, aux enjeux de la réforme. Donc bien expliquer les impacts sur les processus, sur les outils, sur la qualité de la donnée, sur les nouvelles données qu'il va falloir récupérer et fiabiliser, et sur l'impact au niveau voilà, des rôles et des responsabilités, notamment au niveau de la déclaration de TVA. Donc, sur cette première demi-journée, on vous sensibilise. Euh, voilà, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a souvent un avant-après sur cette même matinée entre le moment où on n'a pas encore sensibilisé l'équipe et le moment où on a, voilà, enfin, après les 2 heures de sensibilisation, on voit bien que l'équipe identifie des impacts de manière beaucoup plus concrète et fine. Et ça permet de mobiliser l'ensemble des collaborateurs dans la réussite du projet. Donc de recueillir les appréhensions, les inquiétudes, peut-être les idées préconçues par rapport à la réforme. Et puis à la fin de la matinée, on voit bien que tout le monde est à peu près à niveau sur la réforme. On parle bien tous de la même chose. Ensuite, sur la deuxième demi-journée, donc en général une semaine après, on fait un focus sur vos process d'achat, de vente aussi, et sur l'organisation générale. On recueille un certain nombre d'informations sur la base d'un questionnaire. Bon, c'est quand même entre 100 et 150 questions en fonction des contextes, mais l'idée pour nous, c'est de glaner un maximum d'informations pour les traiter et bien identifier les obligations auxquelles vous serez soumis, donc que ce soit de l'invoicing, du reporting sur les paiements, sur les transactions, à quelle fréquence de transmission et surtout dans quel délai. Des opérations exonérées. Les opérations exonérées ou pas. Ouais. Ça. Donc pareil, ça c'est une demi-journée, en comité plutôt restreint cette fois. Et ensuite, présentation de la feuille de route, donc une dizaine, voire 2 semaines, 2 semaines après, l'idée c'est de vous présenter l'ensemble des chantiers que vous devrez mener pour être en conformité au 1er septembre 2026. Donc en fait, cette feuille de route, c'est in fine votre to-do qui est organisé selon 4 axes stratégiques, donc les processus, les données, le capital humain et les systèmes d'information. Donc là, en fait, très concrètement, vous avez les chantiers à déployer sur lesquels nous, on se propose de vous accompagner dans la deuxième mission, qui est la mission de mise en œuvre. Voilà, avec le déploiement du plan d'action. Et là, c'est un peu ce qu'expliquait Isabelle tout à l'heure. Donc l'idée, ce sera de s'organiser en mode projet sur un temps plutôt long. Donc là, sur les derniers ex-clients, on estime cette phase d'accompagnement plutôt 1 an, voire 1 an et demi entre ça dépend des tailles quand même, oui. Ça dépend des tailles. Parce que là, aujourd'hui, on a plutôt des gros acteurs qui redémarrent les projets. Donc finalement, c'est très variable. Oui, très variable. Mais voilà. En tout cas, cette première mission de diagnostic FE, finalement, a pour objectif de clarifier en fait tous ces enjeux, de bien définir le périmètre d'application spécifique à votre contexte et surtout de disposer à la fin de la mission, donc à la fin des 3 demi-journées, de la feuille de route, donc de l'ensemble des actions que vous avez besoin de mettre en place très concrètement et dans le détail pour être en conformité par rapport à la réforme. On a quelques petits visuels après, mais je vois qu'il est déjà à l'heure. Non, on ne les a pas mis là, les visuels. Non, on ne les a pas mis cette fois. Okay. Et donc, ce qu'on vous propose on aussi... les rajoutera peut-être quand même. Oui, tout à fait. On vous propose aussi de consulter quelques ressources et liens utiles qu'on vous met à disposition. Donc, sur le site Beckertilly,
Et essentiellement sur le site Becartili, donc vous trouverez le détail de notre méthodo, un quiz qui vous permet aussi d'auto-évaluer votre niveau de connaissance de la réforme, donc savoir après où est-ce que vous en êtes au niveau des connaissances. Quelques articles métiers avec notamment un focus sur ce e-reporting de transactions et de paiement. Un podcast aussi d'un de nos experts sur la facturation électronique. Et puis enfin, un livre blanc qui compile un certain nombre d'informations sur ce sujet. Donc, questions-réponses, mais je ne vois pas trop de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les choses bougent. Il y a de plus en plus de clients qui nous sollicitent pour organiser justement leurs projets. On commence à faire des expressions de besoin aussi sur la fameuse PDP, mais également pas mal de demandes sur la digitalisation des achats. Parce que des factures vont arriver de façon dématérialisée et c'est l'occasion de mettre en place des outils de suivi des demandes d'achat, des commandes et des livraisons pour fluidifier en fait le traitement des factures derrière. Quand c'est dématérialisé, autant essayer de mettre en place ces outils qui sont plus ou moins légers d'ailleurs, pour rester dans le digital. Et puis sur les clients, alors vous êtes en général moins concernés sur les facturations clients. Mais là, il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir faire évoluer ou changer d'outils. Et puis, il y a aussi le sujet des caisses, tout ce qui est paiement par caisse, qui est aussi un gros sujet. Enfin, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas s'y prendre trop tard, qu'il va y avoir beaucoup de besoins, beaucoup d'évolutions dans les outils métiers, dans les process. Par contre, ça n'est pas qu'un projet informatique, pour nous, c'est vraiment un projet opérationnel et métier et qu'il faut associer, c'est assez transverse, il faut associer quand même pas mal de personnes dans l'entreprise et il faut arriver à le vendre. Donc, l'argument, c'est du réglementaire, c'est incontournable et la date, aujourd'hui, les 2 dates sont connues. Mais du réglementaire certes, mais il faut en profiter pour traiter vous avez tous des cailloux dans les chaussures, dans ces process-là. Donc l'idée, c'est aussi de bien le vendre sur cet aspect opportunité pour pouvoir le démarrer, le lancer et avoir les budgets pour arriver prêt au 1er septembre 2026 pour les factures quand vous êtes assujetti, les factures entrantes et puis les factures sortantes si vous êtes une grande entreprise ou une ETI et puis l'année suivante pour les autres. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait vous faire part. Donc, beaucoup de choses à dire. Et avec Lina, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. On a une petite question, pardon, oui. Isabelle. Stéphanie, excuse-moi. Alors, Chorus Pro, alors, on n'a pas parlé des factures en B2J, effectivement. Donc, on va avoir en fait en parallèle des circuits, enfin des traitements des factures B2, B2B, B2 aussi. On les a vus dans la réforme électronique. Et les factures B2J vont demeurer et il faudra continuer effectivement à les déposer sur Chorus Pro. Sachant que tout ça, il va y avoir encore des évolutions après. Il va certainement y avoir une convergence à un moment donné entre ces différents types de factures, tout comme les factures internationales vont aussi évoluer, tout comme la déclaration de TVA qui demeure telle qu'elle est, même si on a dû reporting, on continuera à faire les CA3, mais on nous annonce aussi des réformes à terme sur le pré-remplissage de TVA. Donc, on n'a pas fini d'en parler, en fait. 2026-2027 en France, c'est des premières étapes qu'il faut absolument passer parce que derrière, il y a encore d'autres évolutions vers plus de digital en France et plus de digital aussi avec des pays de l'Union européenne et à l'international en général. Voilà. Donc, Chorus Pro, ça continue. Mais par contre, il faudra que vous routiez vos factures, justement, entre les différents canaux. C'est un peu la difficulté entre B2C, B2J, B2B et les cas d'usage et les systèmes d'information. C'est des sujets passionnants, de tuyauterie, on va dire. Voilà. Merci pour votre question. Écoutez, on vous remercie pour votre attention. On s'excuse encore, on prie de nous excuser pour le démarrage un peu
compliqué, mais voilà. On a réussi quand même à vous faire cette présentation. Merci beaucoup et puis à bientôt, nous espérons. Au revoir. Merci beaucoup, à très bientôt.